Bonjour à tous. Aujourd'hui dans notre série Terroir Gourmand, nous partons dans l'Hérault, arpenter le Biterrois. Aymeric et Jordan nous feront découvrir ce terroir viticole au moment des vendanges et Arnaud nous initiera à la greffe entre variétés sur ces oliviers. Les coqs de Sainte-Aphrodise nous livreront leur histoire, étroitement liée à celle de la ville de Béziers, puis nous partirons en mer pour pêcher des maquereaux. Je vous laisse apprécier les richesses de ce terroir entre terre et mer et je vous donne rendez-vous juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite. À l'extrémité occidentale de la plaine languedocienne, le Biterrois s'étire depuis l'arête de l'Espinouse au nord jusqu'au cordon dunaire bordant la côte méditerranéenne au sud. La vallée de l'Aude à l'ouest et celle de l'Hérault à l'est délimitent ce territoire identifiable à son relief légèrement ondulé, propice aux cultures ponctuées de bosquets de pins. Ombragé par d'imposants platanes, le canal du Midi sillonne les vignes innombrables qui ont fait l'histoire et la renommée du Biterrois. La traversée de Béziers, autoproclamée capitale mondiale du vin, est marquée par la navigation aérienne sur le pont-canal qui conduit les voyageurs aux écluses de Fonserane. Les bateliers doivent cette promenade unique à Pierre-Paul Riquet, né dans la cité et inventeur du canal. Sur les allées arborées qui portent son nom, les vignerons biterrois marchèrent ensemble en 1907 pour défendre la viticulture méridionale alors en pleine crise. Concurrençant de façon déloyale les producteurs locaux, certains fraudeurs modifiaient alors les vins de moindre qualité avec des sucres et des ajouts, ce qui poussa les Languedociens à défendre un vin plus naturel et authentique. Les Biterrois finirent par obtenir gain de cause, mais ces révoltes marquèrent les esprits à jamais. Près d'un siècle plus tard, deux frères ont discrètement entrepris une révolution similaire qui porte aujourd'hui ses fruits dans les vignes des collines de Mont-Blanc. La famille Amiel cultive les terres de Mont-Blanc depuis plus de 500 ans et entretient un lien étroit avec les vignes qui s'y développent. Après une formation en commerce international spécialisée dans le domaine viticole, Aymeric Amiel est allé explorer les vignobles étrangers avant de revenir sur les terres qui l'ont vu grandir. Avant de partir à l'étranger, je pensais qu'on n'avait pas un bon terroir. Et c'est en voyageant, c'est en voyant les paysages, en voyant les sols, en voyant les vignes, que j'ai compris qu'on avait quelque chose de très bon chez nous, mais que c'était juste pas exploité. Donc notre façon de travailler, elle est énormément dans le préventif finalement. C'est là où avec mon frère, il y a cette synergie. Lui était docteur en médecine chinoise, donc c'est vraiment les mêmes préceptes. C'est renforcer le vivant tant qu'il est en bonne santé pour qu'il le reste, plutôt que de traiter les symptômes une fois qu'ils apparaissent. Donc nous, notre façon de travailler en bio et en biodynamie, on va encourager énormément la biodiversité et la vie du sol. On va laisser l'enherbement toute l'année. L'intérêt de l'enherbement, ça va être d'une part de créer une concurrence pour les racines, ça va forcer la vigne à aller un petit peu plus en profondeur et aller chercher cette fameuse notion de terroir dont on parle beaucoup mais qui finalement est galvaudée quand on a des vignes qui sont fertilisées et irriguées en surface. Ça ne va pas forcément donner un vin meilleur, mais en tout cas ça va donner un vin plus original. Voilà. Et c'est cette originalité qu'on va nous rechercher. À la fin du mois d'août, Aymeric et les saisonniers entament une vendange à la main, une attention essentielle pour garantir la qualité du vin à venir. Donc l'intérêt aussi de vendanger à la main, c'est de pouvoir trier, ce que ne va pas faire une vendangeuse mécanique. Là, on a une grappe qui est atteinte de pourriture, qui est vraisemblablement issue de vers de grappe. On voit là un tout petit trou dans la baie, et là, on voit la baie qui est flétrie et qui est vraiment rose. Si vous avez un doute, s'il vous plaît, montrez-moi et demandez-moi. Mais des fois, la pourriture, elle fait quelque chose d'acide, de rose, de violet. Si vous le voyez, ça va par terre. Si tu as un doute, tu goûtes. Là, le raisin, il est super sucré. En fait, il s'est juste évaporé par le manque d'eau, par le soleil. Du coup, ça, c'est bon, il n'y a aucun souci. Éventuellement, tu peux couper ça.
Charlie, tu veux bien aller aider, s'il te plaît, à la dernière rangée? Si la qualité du raisin cueilli est cruciale pour la future cuvée, la convivialité, le caractère humain et familial sont au cœur des valeurs de l'exploitation qu'Emeric gère avec son frère Jordan. On finit le demi-rang. Oui, oui. Je vais t'en aller demain à poser, non? Ben, on avait dit que tu irais poser et grapper et presser. Éventuellement, commencer à presser au troisième, ça me va. C'est quand même fabuleux de travailler en famille. Je pense que quand ça fonctionne, il n'y a pas meilleur environnement que l'environnement familial. L'important, c'est d'exister et je pense que tous les deux, on arrive à trouver l'équilibre et surtout de se laisser l'autre l'espace dont on a besoin pour s'épanouir. Je pense que c'est pour ça que ça fonctionne, c'est parce qu'on est justement si différents et si complémentaires. Et tandis qu'Emeric distribue les cagettes à la volée, Jordan les récupère pour les apporter au pressoir. Durant la phase dégrappage, les grains de raisin sont séparés des rafles puis envoyés dans le pressoir. Le fruit délicat commence dès lors à se transformer. En produisant un vin dit naturel, les deux frères n'ajoutent ni levure, ni aucun autre additif pour contrôler le processus de vinification. Leur connaissance des cycles biochimiques qui opèrent naturellement leur permet de surveiller attentivement l'oxydation et la température du jus produit. J'ai juste utilisé un petit peu de glace carbonique à la fois dans le pressoir et dans la mée, donc le conteneur qu'il y a dessous qui va réceptionner le jus au fur et à mesure que ça coule. L'idée, c'est simplement de protéger le jus contre l'oxygène. On n'a pas envie que ça s'oxyde. Si ça s'oxyde, en fait, on va avoir des mauvais arômes, on va avoir plus de couleurs. Du coup, ce n'est pas quelque chose qui va se mélanger avec le jus, c'est juste quelque chose qui va venir former une petite couverture, en fait. Le CO2 étant plus lourd que l'air, il va venir se déposer sur le jus et empêcher que ce jus soit en contact avec l'oxygène. Donc en général, dès que ça commence à couler, j'aime bien goûter le jus pour me faire une idée de ce que ça va donner par la suite. Donc là, on a un vin qui, une fois fini, fera à peu près 12,5 degrés d'alcool. C'est ce qu'on recherche à peu près pour le pétillant naturel. On a envie d'un jus qui soit suffisamment mûr pour avoir quand même de l'aromatique, du fruit, mais aussi qui conserve une belle acidité. Dans un vin pétillant, on va avoir un peu de sucre résiduel, on a des bulles, donc il faut que ça soit quelque chose d'assez festif, rafraîchissant. Nous, on aime à penser, et c'est ce que nos clients semblent nous confirmer, qu'on est dans l'idée de faire des vins naturels, mais droits, nets, et qui peuvent plaire à n'importe qui, et pas simplement à des fous de biodynamie, de vins naturels. L'idée, avant tout, c'est que le vin il soit bon, qu'il soit agréable à déguster, en compagnie, avec modération évidemment, mais avec plaisir. On se sent humblement investi d'une mission, c'est d'essayer de convaincre les gens que c'est possible de produire comme ça, c'est possible de consommer comme ça, et qu'on s'en sortira tous mieux. Plusieurs millénaires avant notre ère, Aphrodise vint lui aussi sur ces terres pour répandre sa parole. Il connut un destin funeste, mais le chameau qui l'accompagnait devint le symbole de Béziers. Durant la fête dédiée au saint patron de la ville, les coques de Sainte Aphrodise sont une spécialité fort appréciée, dont Michel Redon perpétue le savoir-faire. Donc la coque est composée de farine, œufs, beurre, sel, sucre, levure et puis des arômes, la fleur d'oranger, le zeste citron. La fameuse fleur d'oranger qui va donner toute sa saveur et son parfum à la coque de Béziers. Donc on en met, voilà. On n'a pas peur même d'en mettre. Hein. Voilà, 3 bouchons et de l'arôme de citron. Excellent. Une fois tous les ingrédients réunis dans le pétrin, Michel ajoute de l'eau et du beurre afin d'obtenir la texture désirée. Le boulanger détaille alors la pâte pour former les coques. Toujours bon poids. Hein. On n'est pas chiche, nous, les Biterrois. Voilà. Vous voyez, on voit les petits zestes citron à l'intérieur. Donc la coque Sainte Aphrodise, bien sûr, est un produit agréable à travailler puisqu'on retrouve la douceur de la pâte, puisque c'est une pâte très fine et au contact des mains, c'est très agréable. Ensuite, bon, on se régale parce qu'on a les parfums aussi de fleurs d'oranger, de citron. Donc là, je procède à un petit façonnage
un premier façonnage pour leur donner déjà une forme assez allongée. Et après, on va finir de les étirer. On roule la pâte, en fait. Voilà. Et on fait une clé dessous. Ça s'appelle une clé. Voilà. Et là, on façonne. Hop. Artiste artisan, Michel a su décrire avec douceur et poésie cette pâtisserie qu'il façonne avec passion. Comme si nous étions 12 sœurs siamoises, chacune d'entre nous est à l'autre collée. Native de Béziers, mais point nommée bitéroise, à une autre douceur, ce nom étant alloué, nous sommes cependant, pour nos chers citadins, une viennoiserie par eux fort appréciée. Sur notre fine peau semblable à du satin, c'est un sirop léger qui nous fait rutiler, quand par-dessus lequel notre artisan malin viendra y déposer pour mieux nous maquiller deux traits bien parallèles d'un joli sucre fin, vous pourrez sciemment venir nous acheter. Prenez-nous donc par 12, pourquoi nous séparer? Allons, dégustez-nous assis dessous la treille. Michel réalise également de nombreuses pâtisseries locales et originales comme le pavé aux figues. Ce fruit emblématique du bassin méditerranéen se plaît sur les sols limoneux qui bordent le cours de l'Hérault. Dauphine Lépine a ainsi développé une cueillette sur les terres bordant le château pinardier familial. Alors ma journée commence tôt, quand personne n'est debout encore. Je vais faire mon tour de cueillette, j'en profite pour être au calme, bien voir les produits, surveiller les cultures qui m'intéressent parce que je sais qu'elles vont arriver à maturité, savoir quand est-ce qu'il faut ouvrir ou pas. Voilà, moi je suis la guetteuse en fait. Je guette les productions qu'on va pouvoir ouvrir à la récolte. Alors généralement, cette variété, voilà, quand elles sont super bonnes, elles sont fendues comme ça. Et en fait, la figue s'ouvre. Là, elle n'est pas encore mûre. Il faut qu'elle se détache toute seule. Tant que c'est dur et que, tu vois, il faut forcer, on voit bien que c'est pas mûr. Mais après, ça va être une régalade. On sent tout de suite quand une figue est mûre, c'est-à-dire qu'elle vient toute seule dans la main. Voilà, c'est pas la peine de forcer sur les fruits. Alors, la figue, c'est ma Madeleine de Proust à moi. Ça me rappelle mes étés dans l'Aveyron. On la prend de l'arbre, on la mange, il n'y a rien à peler. Il n'y a pas de noyau, tout se mange dans la figue. Et donc on peut la croquer, mais vraiment, alors là, c'est une explosion de saveurs, de sucre. Oui, c'est très gourmand, la figue. C'est presque de la confiture déjà. Si le fruit est généreux, sa culture reste simple. Les arbres sont assez résistants aux maladies et parasites et demandent juste beaucoup d'eau. Les figuiers sont des arbres assez sympas parce que nous, on a des variétés qui produisent donc chaque année. Et en fait, ça produit, tu vois, à l'aisselle des feuilles. Les fruits sortent là. C'est généralement une production très généreuse. C'est un produit frais, très fragile, qui voyage très mal et donc qui est vraiment adapté à la cueillette et pas à un autre mode de production et de commercialisation. Sur les 15 hectares qu'ils exploitent, Dauphine et son mari proposent aux clients de venir chercher directement leurs produits au champ. Armés de leurs brouettes, paniers et sécateurs, les clients parcourent en famille les parcelles à la recherche des fruits et légumes de leur choix. Sur les terres inondables riches des limons de l'Hérault, les cultures changent au fil des ans et la cueillette de Dauphine offre ainsi une grande diversité aux consommateurs. J'ai grandi à Paris. Je trouvais ça formidable d'avoir à portée de main un vrai potager énorme où on pourrait ramasser ce qu'on veut. Ça, je trouvais ça fantastique. Mieux que le marché. Et puis de savoir d'où ça vient et de pouvoir choisir son produit à la maturité qu'on aime en fait. Parce que par exemple les tomates, il y a des gens qui ramassent les tomates vertes, ils les aiment comme ça. Là, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, ils choisissent le produit qu'ils veulent. On leur dit juste, voilà, là c'est bien, allez-y. Vous avez des grosses figues blanches. Là, il y en a quelques-unes qui sont bien et juste avant, vous avez quelques figues noires qui sont pas mal aussi. Il faut vraiment fouiller. C'est très hétérogène cette année. Okay, voilà, je vous en prie. Au départ, on allait au marché, on allait sur les marchés conventionnels, mais déjà c'est difficile de trouver des producteurs, c'est difficile de reconnaître les producteurs des revendeurs. Les prix sont hyper élevés en pleine saison et la qualité n'est pas terrible, donc on a commencé à venir, on s'est dit ok, là c'est génial. Pareil, les figues, partout en France, on les trouve bien lisses, bien dures comme du caillou, sans aucun goût et plein de flotte. Là, mûres sur l'arbre, presque séchées sur l'arbre par le soleil, c'est du miel.
C'est trop bon. Selon les fruits et les légumes, ça peut aller de 30% à 3 fois moins cher. Par exemple, les fraises, c'est hyper intéressant. Tout le monde s'y retrouve, tout le monde est gagnant, et les clients et nous. Alors sinon, c'est vrai que les figues en crumble, c'est super. Bien confite aussi. Ouais. Parce que, en fait, avec la pâte sèche du crumble, ça va trop bien. Ça fait vraiment la confiture. Ah ouais. Ça va avec tout, la figue. C'est formidable. Merci. Bon courage. Tandis que certains récoltent les fruits de ces terres, d'autres tirent profit des ressources marines des côtes du Biterrois. Si la profession a fortement évolué, quelques pêcheurs subsistent encore sur le port de Valras-Plage. Issu d'une famille de pêcheurs, Jérôme Carvajalès a décidé de reprendre le métier il y a 10 ans en s'installant à l'embouchure de l'Orbe. Mais le fait qu'on est sur une rivière et qu'ici il y a beaucoup de crues d'hiver, ça ramène beaucoup de limon et elle a un fond super vaseux. Nous, donc on appelle ça des petits métiers, des fileyeurs, c'est qu'en fait ce sont des filets dormants. Donc on va les poser quand il fait nuit, ancrés, donc il y a un drapeau à la surface pour le repérer, une longueur de corde pour arriver jusqu'au fond de l'eau, une ancre et au bout de l'ancre le filet. On déploie le filet sur la longueur qu'on veut, 1 km, 2 km, 3 km. Arrivé à l'extrémité, on remet une ancre et on remet un drapeau à la surface. Donc ça c'est les filets qu'on a posés ce matin. On les a posés ce matin à 5 h et on les relève maintenant, c'est les filets pour pêcher le maquereau, qui sont là parmi vous, juste devant vous. Voilà le poisson qu'on est en train de pêcher. Magnifique. Hop là, attends, je suis obligé de continuer parce que là... Tu vois, il est encore vivant. Il est pris maintenant ce poisson. Ça qui est beau, c'est quand tu le vois encore vivant dans les filets là. Là, oui. Si Jérôme pratique aujourd'hui son métier avec passion, il a d'abord été scaphandrier pour l'armée. Toujours plongeur professionnel, il connaît ainsi mieux les fonds que ses collègues pêcheurs. Eux, ils voient au sondeur une image, ils s'imaginent. Mais moi, je sais exactement comment c'est au fond. Je peux me rapprocher plus des épaves, des choses comme ça, ou des endroits où je sais qu'il ne faut pas y aller parce que c'est plus craignos, c'est plus dangereux. Mais après, c'est 80%, c'est que de la chance. Donc, le maquereau, c'est un poisson bleu. C'est un poisson qui se pêche sûrement, à tous les coups l'été. C'est une jolie pêche. En 1 heure, on peut faire le quota. Donc, et en plus, c'est un poisson qui est joli. Je veux dire, il est ferme, je veux dire, il est dur comme un morceau de bois. C'est gros, c'est goûteux. Donc après, il n'y a plus qu'à déguster. Nous, on a une recette ici, c'est qu'en fait, on le fait dorer au soleil. Donc en fait, on le prend, on l'ouvre par l'arête dorsale. Donc on le badigeonne d'un côté toutes les faces de poivre, on le met 3 heures à l'étendoir et le soir sur le grill. Une tuerie. C'est la spécialité d'ici. Celui qui n'a pas connu ça, il n'a rien connu. Après, ça fait bizarre d'avoir le tendoir au lieu d'avoir des fringues. On a du maquereau suspendu. C'est vrai que c'est space. Mais celui qui goûte ça, je pense qu'il m'en dira des nouvelles. Une fois les filets vidés de leurs poissons, Jérôme s'empresse de rejoindre son embarcadère où l'attendent sa mère et quelques amis pour décharger les maquereaux. Bien qu'il vende directement son poisson à quai, une partie de sa pêche rejoindra les poissonneries de la région où les clients pourront apprécier les produits qu'offre la mer à chaque saison. Chaque poisson a un goût et le but de le retrouver, c'est juste à l'huile d'olive, peut-être un petit gros sel dessus et comme ça, nature. Très présente dans la gastronomie locale, l'olive a été abondamment cultivée sur les terres de Sérignan jusqu'au XVIe siècle. Arnaud, oléiculteur, est aujourd'hui amené à greffer une partie de ses arbres pour obtenir les olives de son choix sans pour autant arracher le moindre olivier. Il y a une branche qui est assez jolie pour qu'on puisse greffer. Le but, c'est qu'il démarre vers ici et d'avoir une branche qui viendra de ce côté-là. Donc on va chercher un greffon. Le greffon, on va aller pas loin, puisqu'on a déjà des greffons qui ont une paire d'années là. Donc on va prendre un greffon là. Le greffon, c'est un bout d'écorce de la variété qu'on veut greffer. Et on prend uniquement l'écorce en ayant regardé qu'il y a un œil. Un œil, c'est un petit bourgeon qui va donner une future branche comme ça. Voilà, ça se décolle nickel. Voilà, il ne faut pas le déchirer. Voilà, impeccable. Il y a toujours la marque là, pour marquer le haut. Allez, on va le poser maintenant à sa nouvelle place. C'est bon, voilà, celui-là, il est greffé.
Tandis qu'Arnaud finit ses greffes du jour, des gourmets curieux viennent visiter le domaine pour découvrir la culture de cet arbre. Et quelques temps après, eh bien, il y a un petit bourgeon tout petit au départ qui naît. Et voilà, ça a été greffé le 4 juillet. Tout autour, c'est l'ancienne variété. Et l'incision annulaire permet de ralentir le circuit de sève. Il y a un peu moins de sève qui va en haut. Par contre, la sève, elle va pousser là, sur lui. On veut que ce soit lui qui profite de tout, lui. C'est lui qui va produire les olives plus tard, comme celui-là. Pour qu'il devienne gros et costaud comme celui-là, tu vois. Ça, c'est des greffes qui ont été faites il y a 2 ans. Voilà. Il y a 2 ans, c'est quand même costaud pour 2 ans. Ça doit absorber. Comme le bras, ouais. C'est énorme comme force. Voilà, là c'est de la clermontaise, hein, celui-là. Alors avec un tronc d'olivière, lui, voilà, maintenant il produit de la clermontaise. Clermontaise, je connaissais pas. Clermontaise, c'est la variété d'ici, variété de Clermont-Lérault. C'est son pays, elle, ici. Mais ça là, c'est pour l'huile, ça. Voilà, tout à l'huile, ça. Là, on est sur des arbres pour l'huile. Suivant le terroir, l'environnement, la qualité de l'huile n'est pas la même. Voilà. C'est vrai que c'est... Ça peut paraître étonnant, mais c'est comme le vin, voilà. Si les oliviers verdissent aujourd'hui le plateau de Sérignan, ils ont pourtant disparu du paysage il y a 2 siècles au profit des vignes. Arnaud et sa femme Françoise s'efforcent de mettre en valeur ce produit local autour de dégustations conviviales. Voilà, la visite est finie donc. Bon. Qui c'est qui veut goûter l'huile? Alors on commence par la plus douce, c'est l'olivière. C'est la variété locale, il a dû vous le dire. Donc celle-là, elle rappelle un peu la pomme mûre. Elle n'a pas d'ardence et pas d'amertume. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus fort en fin de compte en bouche, mais c'est très fin ça. Oui, celle-là elle très est fin. c'est un arôme subtil. Ah ouais, donc, c'est super fin. sur des salades, crudités, tout ce qui est légumes après cuisson. J'imagine. Voilà, et après on a aussi les dérivés avec les olives, la pâte d'olive et la tapenade. D'accord. Lorsque j'ai planté mes premiers oliviers, ma grand-mère elle me dit tu plantes les oliviers, je ne les verrai jamais produire moi. Alors que ça pousse très bien ici. Il y en a toujours eu des oliviers et il y en a toujours, on continue à en planter. Ça c'est une chose qui est très importante. Retrouver ce paysage d'oliverie et de vignes, c'est quelque chose de très intéressant. Sur les terres du Biterrois, il est des femmes et des hommes qui chaque jour dessinent une histoire continuant à mêler passion, nature et tradition. Aujourd'hui, je cuisine pour vous une salade de pommes de terre et en cornet au pistil de safran. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 450 g d'encornet blanc et nettoyé, un trait d'huile d'olive, 100 g de pousses de salade pour la salade de pommes de terre, 2 pommes de terre d'agria ou 12 petites rattes, 25 centilitres de fond blanc de volaille, 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique blanc, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Pour l'aioli, un jaune d'œuf, 1 cuillère à café de moutarde, 25 centilitres d'huile d'olive, un peu de pistil de safran, une petite gousse d'ail, 5 centilitres d'eau froide. Videz et lavez les encornets à grande eau. Gardez 4 tubes d'encornets pour les farcir. Poêlez les encornets pour la farce dans un peu d'huile d'olive, salée et poivrée. Pour garder les encornets bien moelleux, faites surtout une cuisson très rapide. Mixez au robot. Lorsque le mélange est bien fin, laissez tourner le robot une bonne minute pour obtenir une pâte. Farcir les tubes d'encornet et les fermer avec un pic en bois. Dans une cocotte, faire dorer légèrement les encornets à l'huile d'olive sur un feu vif. Ajoutez un filet d'eau froide, terminez la cuisson à couvert durant 30 minutes à feu doux. Pour la salade de pommes de terre, épluchez les pommes de terre, coupez à l'emporte-pièce les pommes de terre en rondelles de 3 cm environ de diamètre. Conservez les parures et les cuire à l'eau salée. Assaisonnez les rondelles, puis les cuire à feu très doux avec le fond de volaille dans une sauteuse. Quand elles sont fondantes, arrêtez la cuisson. Pour l'aioli, dans un saladier, mélangez 2 cuillères à soupe de pommes de terre cuites et écrasées, ajoutez le jaune d'œuf, la moutarde, le sel et le poivre. Remuez, mettre l'ail écrasé et le safran. Montez au fouet avec l'huile d'olive. Versez l'huile doucement afin qu'elle s'incorpore facilement. Ajoutez un filet d'eau froide si l'aioli est trop épais.
vérifiez l'assaisonnement. Pour le dressage, assaisonnez le bouquet de salade et coupez les encornets en rondelles. Dans une assiette, faire une couche d'aïoli et lisser à la spatule. Posez 3 rondelles de pommes de terre, puis d'encornets en éventail. Terminez par un peu de salade. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite.